J'ai démarré dans une école professionnelle à Paris. Et de là, je suis rentré dans un petit atelier du Faubourg Saint-Antoine où on faisait de la ferronnerie, de la serrurerie, de la chaudronnerie et on travaillait tous les métaux. Et donc j'ai appris mon métier là jusqu'à 22 ans. 22 ans, je suis parti en Australie prendre ma retraite. J'y suis resté 15 ans après avoir fait plein de choses. Et je suis rentré donc il y a 15 ans en France pour refaire vraiment mon métier parce que je le sentais plus en Europe qu'en Australie. Ce que j'aime faire, c'est surtout la décoration pour des pièces uniques pour des gens. Les gens viennent me demander quelque chose pour eux, qui va être que pour eux. Ça ne va pas être un truc qu'ils ont vu dans un magazine ou n'importe quoi. Et en fonction de ça, je vais chez eux, j'essaye de comprendre leur envie, leur ambiance. Et pour eux, je vais créer quelque chose, aussi bien du mobilier que de la décoration, que de la sculpture pour leur jardin ou autre. Pour arriver à faire ce que je fais actuellement, il a fallu quand même que j'ai une base de ferronnerie classique, ferronnerie d'art, balcon, rampe d'escalier, repoussage de métaux. Disons que sans ces bases-là, je ne pourrais pas arriver à faire même mes personnages ou même cette abeille. C'est un summum de techniques qui arrive à ça. Donc il a fallu bien passer pour ça par la ferronnerie d'art classique, qui me permet maintenant de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Je suis assez passionné de préhistoire. Donc je vais dans la forêt, je trouve des rognons de silex, je les taille. En les taillant, c'est ma manière de parler à mon grand-père d'il y a 25 000 ans. C'est-à-dire je retrouve les mêmes émotions. Quand je loupe, je ne suis pas content. Je suppose que lui, c'était la même chose. J'essaie de retrouver en moi l'art primitif de nos ancêtres. Donc je refais le chaman, je refais les chasseurs, je ferai naturellement nos grands-mères aussi. Et je ferai toute la famille jusqu'à maintenant. C'est-à-dire j'en ai quelques milliers à faire. Je fais ces scénettes qui sont ma manière de démontrer un peu la bêtise de la société. Alors ça peut représenter aussi bien quelque chose contre la télévision. Et puis aussi, j'en ai fait une là, que je n'ai plus et qui est l'abandon des chiens sur le bord de l'autoroute. Ce sont vraiment des scènes contre la société. Une fois, Aléos peintre. Aléos le terrien, au contact quotidien des éléments naturels. Aléos qui traduit, transforme ses impressions par l'outil graphique et entre dans la lumière d'un coup. Le hasard n'existe pas. Aléos, l'alchimiste de la lumière, devait rencontrer, se confronter à ses propres symboles, aux archaïsmes de l'humanité. Le montagnard découvrit le sculpteur aquitain Michel Rosier et ses stèles sculptures, comme un chemin initiatique. Hommage aux origines. Un hommage à mes grands-parents de la préhistoire, à ceux qui ont vécu il y a 15, 20, 30 000 ans en arrière, dont on est un maillon de la chaîne. Si je suis là, c'est que j'ai eu des gens qui ont fait l'amour, qui ont aimé. C'est qu'il a vécu 15 ans en Australie, le sculpteur Rosier, et les aborigènes, ça le connaît. Ses totems, c'est son chemin des rêves à lui, quasi sacré, mais oui. Aléos qui ressemble à ses ex-votos, ses icônes, pourrait-on dire. Pardon, il n'existe pas d'autre mot. Aléos donc, marqué par le temps, le cycle, les passages, les parenthèses, fait aussi la part belle aux origines. On s'est rencontrés tout à fait par hasard et on s'est aperçu qu'on était quelque part dans une démarche commune, au niveau d'une recherche symbolique, d'une recherche, je dirais, on pourrait presque dire sacré, quoique j'aime pas trop le mot parce que c'est pas religieux, mais quelque chose de sacré dans un sens très très large. Aléos flirte entre l'abstraction et les traces.
Il y tient aux traces, des traces figuratives, de la poésie en tableau. Cette écriture-là, c'est la sienne. Aléos Rosier, Rosier, Aléos, il ne faut pas manquer ça. En ces temps où les repères s'effacent, ça fait du bien. Alors Brigitte Rivoire, vous êtes avec nous maintenant sur le plateau du 12-14. Oui, bonjour Fabrice, Pour bonjour à tous. Nous accompagner donc dans cette découverte de Oui. cette exposition. Un mot peut-être d'abord sur la galerie, qui est Oui. une jeune galerie. Une jeune galerie où il n'y a pas tellement longtemps que la galerie à la Yonval, donc à cheval sur le Val-de-Loire et la Sologne est ouverte. Et là, je trouve que vraiment, ce sont deux artistes de qualité qui sont exposés jusqu'au 27 mai. Il faut absolument aller voir ça. Alors, je sais que cette galerie a quelques mal à attirer du monde. Alors, est-ce à cause de sa situation géographique ? Les Orléanais ne se déplacent pas, mais après tout, les Blésois non plus, parce que la Yonval, c'est quasiment un mi-chemin. Je pense qu'il faut aller voir cette exposition, parce que les artistes sont de qualité. Alors, comme je vous l'ai dit, il y en a un qui vient de Grenoble, qui est de l'Isère. Il s'agit du peintre Aléos. Et puis, Michel Rosier, donc le sculpteur, nous vient d'Aquitaine. Ils se sont rencontrés Comment ils par se sont hasard. retrouvés là? Ils ont exposé un jour ensemble et ils ont décidé, non mais sans se connaître, et là, cette fois, c'est un peu une première, ils exposent ensemble et il y a effectivement un certain nombre de points communs. Alors, Michel Rosier, l'Aquitain, comme je vous l'ai dit, apprend le travail des métaux à Paris, je vous en dis un peu plus sur eux, et en 68, ce n'est pas négligeable du tout, il part pour l'Australie, où il séjourne 15 ans. Et il est très marqué par la culture arborigène. Actuellement, il travaille donc sur une série d'inspirations néolithiques, comme on a pu le comprendre dans le sujet. Rosier essaie de comprendre en fait et de restituer la spiritualité et la mystique de lointains ancêtres préhistoriques en utilisant largement le cuivre, qui est un des premiers métaux utilisés tout de même. Un mêlé de pierre, de bois, mais rien ne l'arrête. Le fer, l'acier, le cuivre, il sculpte tout. Attention, il y tient, c'est pas du moulage, hein, c'est de la ferronnerie quasiment, de la sculpture directe. Et je livre les matières employées pour cette expo, donc fer doux et cuivre, feuilles d'or, mortier naturel, pigments naturels et bois. Alors le peintre Aléos, lui, nous vient de Grenoble. Hein, enfant adolescent, il était au contact quotidien des éléments naturels et il a développé une sensorialité, pourrait-on dire, particulière. Comme on le voit, il est fasciné par la couleur, les états de la matière, il suit une intuition. Et son chemin à lui refuse l'intellectualisation défensive et réductrice de l'art. C'est pour moi qu'il est dit. C'est Eugène Leroy, et franchement, j'ai pas trouvé mieux. Alors, depuis les années 90, Aléos explore une dimension symbolique, il simplifie son trait, il privilégie la lumière. C'est très graphique, tout ça, très architecturé. Il y a des grandes lignes de force, comme ça, on voit, avec des glacis multiples en couches, de l'or. Et pourtant, le tout reste transparent quand on le voit en vrai, bien que précieux. C'est original. C'est un parcours singulier que celui d'Aléos. Je le rassure tout de suite, car il pose sans arrêt. À 12 ans, j'ai rêvé que j'étais sur mon lit de mort. Et je voyais autour de moi, j'allais mourir, je savais que j'allais mourir. Je voyais ma femme, je voyais deux gosses, un frigo et une télévision. Parce que quand j'avais 12 ans, c'était le summum pour mes parents du luxe. Et quand ça m'a réveillé, c'était très fort, j'y ai pensé très souvent. Et je me suis dit, mais ça ne peut pas être ça la vie. La vie ne c'est pas que ça, c'est pas possible. Moi, je suis sculpteur, ferronnier et bronzier. Je rends hommage à ces gens qui ont vécu il y a 10 000 ans, juste avant qu'ils soient agriculteurs, sédentaires, juste à cette époque où on a été pour moi le summum de l'humanité, où on vivait en osmose avec la nature. On n'était pas encore des pollueurs, on n'était pas encore des grands guerriers, on était très peu sur Terre. Et pour moi, on a été au summum de l'humanité. Et depuis qu'on est devenu sédentaire, qu'on a pu créer la technicité, et bien là, on a créé les armes, et de plus en plus, et ainsi de suite. Je tire ce qui est de la nature pour essayer d'en faire de l'art et de créer une émotion aux gens qui le regardent. Tant mieux s'ils peuvent comprendre ce message. C'est ma manière à moi d'écrire mes sculptures. C'est-à-dire, à travers mes sculptures, je peux parler, comme je vous parle actuellement, de ce que je pense réellement. Si j'étais écrivain, j'écrirais à la place. Avec éternellement le même message. Toujours le même message. Nous sommes une bête malfaisante, il est temps qu'on disparaisse de la surface de la planète.
pour pouvoir parler avec mes ancêtres, j'essaye de retrouver et leur technique, et aussi, quand je fais le même mouvement que pouvait faire ce grand-père, eh ben, quand il se trompait et que je me trompe, j'ai les mêmes émotions que lui. Donc c'est ma manière de parler avec lui. C'est d'avoir les mêmes émotions qu'a pu ressentir cette personne-là. Au bout de toutes ces années, quelle est la chose la plus importante pour vous? Alors la plus importante pour moi, c'est de pouvoir, mon dernier jour sur mon lit de mort, dire je regrette pas ce que j'ai fait. Michel Rosier, c'était qui sur votre lit de mort? Une petite épitaphe? Ah, c'était un animal malfaisant éphémère.